Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. C'est l'été, il pleut. Chez moi, je rentre de Londres. Il a un peu plu, mais Londres, c'était incroyable. 12e pays de l'année. Et c'est très agréable d'aller dans un pays dans lequel on peut parler avec les gens, on comprend la langue, on peut assister à des spectacles, aller au théâtre, parler à n'importe qui dans la rue. Ça me change de l'Amérique du Sud où j'étais allé un peu au dernier moment et j'avais pas du tout... déjà, j'avais pas les bases et en plus, j'avais pas révisé ni mon espagnol ni mon portugais. Donc voilà, Londres, c'était vraiment sympa, 12 pays cette année. Donc chaque année, j'avais pour objectif d'aller dans 10 pays. L'objectif est rempli. Voilà. On est début août au moment où vous écouterez cet épisode. Nul doute que je vais un peu continuer à voyager, mais j'ai plein d'autres projets on peut dire, ouais, voilà, autour du podcast, autour de plein d'autres choses. Donc on va aussi se concentrer un peu là-dessus. La vie, c'est pas fait que pour voyager, bien entendu. Même si c'est toujours très agréable de découvrir des gens, des cultures, des restos. Franchement, ce que je retiens de Londres, c'est vraiment le haut niveau de qualité, le haut niveau de service. Ça a rien à voir, je trouve, avec les autres pays dans lesquels j'ai pu aller cette année. Parce que on sent que les gens, c'est vraiment leur... Enfin, par exemple, quand tu vas dans un restaurant, dans un pub, même dans une boulangerie ou peu importe, on voit que les gens... J'ai l'impression, en tout cas, ils prennent leur métier assez à cœur. C'est vraiment leur métier. Ils sont pas là par dépit, en tout cas dans les endroits où j'ai pu aller. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un peu ce haut niveau de service, même si c'est cher. Mais voilà, il y a plein de villes en France où c'est cher et dans le monde. Et c'est pas pour autant qu'on a un bon niveau de service. Sinon, pour l'épisode du jour, l'épisode du jour, c'est avec Yann Darwin. J'ai convié mon acolyte Michel et associé sur une bonne partie de mes projets, Michel, pour un peu pour assister également à cet épisode. Alors Yann Darwin, je pense qu'on est beaucoup de personnes qui ont à peu près mon niveau d'investissement, je sais pas si on peut dire ça, qui ont commencé à investir massivement il y a 5-6 ans. Yann Darwin, c'était un des seuls créateurs de contenu, même si j'en ai rencontré un autre il y a peu de temps de cette époque. Et c'était super de pouvoir le côtoyer, de pouvoir enregistrer avec lui. Nous, on avait déjà à peu près, je pense, un bon million d'euros d'immobilier quand même, Michel et moi, au moment où Yann Darwin il a sorti ses podcasts. Mais on a vraiment accéléré fort, et notamment en France, grâce en partie à lui. Donc c'était super d'avoir ce petit échange à trois. Voilà, vous connaissez Yann Darwin, très probablement, mais bien sûr, je n'oublie pas les gens que je connais dans la vraie vie, qui m'ont connu avant le podcast. Donc Yann Darwin, il a commencé, nous on l'a connu avec un podcast business en bagnole, et ensuite il s'est associé, il est rentré dans Green Bull. De là, avec Green Bull, maintenant ils ont 15 marques. Donc maintenant il est youtubeur aussi, il s'occupe des réseaux de Green Bull, il a plein d'autres activités. On va parler donc avec lui comment choisir des bons associés, pourquoi prendre des associés qui sont pas forcément toujours identiques qui ont pas les mêmes compétences que vous, qu'il faut être plutôt complémentaires que identiques. On va parler avec Yann de ses projets, donc de comment il lève des fonds avec Green Bull, de qu'est-ce qui fait une bonne acquisition dans le private equity. On va parler aussi comment aller jusqu'à 10 millions quand on a peut-être 1 million, parce que c'est pas souvent une question qu'on pose souvent. Donc voilà, super échange avec Yann. Le point, il est pas mal mis aussi sur le risque. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir un peu les récompenses. Faut pas non plus oublier que dans tous les parcours inspirants que je peux vous délivrer, il y a un biais, ce qu'on appelle le biais du survivant. Donc en fait, j'interviewe principalement des personnes qui ont réussi ou qui sont en phase de réussir, ou en tout cas pour qui ça s'est pas trop mal passé au départ. Il y en a qui ont eu des galères, bien sûr, j'essaie de revenir dessus, on essaie de toujours être transparent, mais ça s'appelle le biais du survivant. Si ça se trouve, il y en a beaucoup qui sont ratés. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se rater ? C'est en gérant le risque. Yann, il le met très bien en évidence dans l'épisode, il parle du risque plutôt que du rendement, alors qu'on a tendance assez souvent à parler rendement dans beaucoup de projets, alors que les deux sont corrélés, même si on nous dit toujours risque-rendement, c'est complètement corrélé. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr, si c'était exactement corrélé, chaque investissement se vaudrait. En tout cas, il y a des niveaux de risque qu'on accepte de prendre et d'autres qu'on n'accepte pas de prendre, et notamment à différents niveaux de sa vie, de ses finances, de son temps, de son énergie. Avant de commencer, j'ai été dans 5 capitales là, ça m'a fait bien plaisir, 5 capitales européennes en un mois. C'est beau l'Europe l'été, hein. Franchement, si seulement ça pouvait être toujours comme ça, ce serait top. En plus, il y a des villes où il y a moins de monde que d'habitude, donc c'est très agréable.
Avant de démarrer, deux choses. Vous le savez, j'avais annoncé dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais fait une refonte de mon site internet. Donc jusqu'au 9 août, vous avez moins 20% sur mes formations. Donc n'hésitez pas à... Donc c'est avec le code été 2023 pour vous remercier. Il y a un peu moins d'auditeurs, mais j'arrive à maintenir le cap, notamment avec des invités d'exception, comme j'ai pu avoir la semaine dernière, comme avec Joris, comme on a pu avoir cette semaine avec Yann. Donc, moins 20% sur les formations. Et la boîte à outils de l'investisseur. 6e épisode. Pour rappel, la boîte à outils de l'investisseur, c'est comme un podcast privé, mais c'est beaucoup mieux. Cherchez pas, on est les seuls à faire ça. Personne n'a fait ça. Et si quelqu'un le faisait, il vendrait ça 5 000 euros. Et nous, on vous le vend pour 13 euros par mois. Elle est pas belle la vie. On a eu une architecte. On a déjà enregistré avec une deuxième architecte. Un avocat. Une avocate plutôt. 2 conseillers en gestion de patrimoine. Et là, cette semaine, on a quoi? Un cuisiniste. Et oui, vous avez jamais vu ça sur un podcast d'investissement. Pourtant, on le dit tout de suite, le coup de cœur dans les biens, que ce soit pour la location, pour la revente, ça vient de la cuisine et la salle de bain et pas dans un seul podcast. Vous avez le droit à un cuisiniste. Et ben nous, on l'a dans la boîte à outils des investisseurs grâce à Michel, mon cher acolyte et associé que vous allez entendre également dans cet épisode. Donc le 6e épisode pour ceux qui sont déjà membres, il est sorti en même temps que vous allez écouter ce podcast. Donc ce sera avec un cuisiniste. Et oui. Cherchez pas ailleurs que chez nous. C'est pas la peine. Tout est là. On est des vrais investisseurs. On vous le partage tout le temps. On vous partage vraiment les points précis de l'investissement. Donc voilà. Écoutez, on va attaquer avec Yann. Merci encore à Yann pour son temps. Et puis, ça nous a fait super plaisir. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Pas de galère. Tout se passe bien. Mes locations courte durée, je pense comme beaucoup de gens, en été, ça se passe bien. Voilà. Pas de galère avec les locataires. On va en profiter pour souffler un peu. On se retrouve de l'autre côté avec Yann. Je vous souhaite une très bonne semaine. À tout de suite. Et bonjour, bonsoir à tous. C'est la première fois qu'on enregistre sur 3 fuseaux horaires. Donc Yann, je pense que tu es à Dubaï. Michel, il est au Canada. Moi, je suis en Europe. Voilà, 6h, 14h, je pense, 8 heures de décalage. On est avec Yann, c'est non sans une joie, une certaine joie qu'on t'accueille, on est très content. Donc on est donc avec Michel, mon associé, il est au Canada. Moi, vous me connaissez, Bye Bye Patron. Et donc Yann, t'es bien connu sur YouTube. Ça fait un petit moment que t'es sur les, je pense 2016-2017 que t'es sur les réseaux. Je te laisse très rapidement te présenter. Et en fait, j'aime bien pour le podcast s'appelle Bye Bye Patron, que pour un peu briser la glace, que les invités racontent une anecdote un peu insolite qu'ils ont pu avoir au cours de, tu vois, leur premier job, première expérience. Toi, t'es pompier, je crois, si je m'en souviens bien. Je me rappelle d'une anecdote. T'avais dit que tu coupais du bois chez un pote ou je sais plus quoi pour aller les week-ends. Enfin, voilà, si t'as une petite anecdote à nous raconter, et puis ensuite on enchaînera sur la suite de l'épisode. Ok, j'ai plein d'anecdotes si on tape dans le moment des pompiers, mais en gros, je te fais le parcours rapidement. J'ai pas fait d'études, j'ai juste un bac complètement autodidacte. J'ai commencé à travailler direct parce que je voulais. À l'époque, j'étais un peu flemmard, je voyais pas trop l'intérêt des études, donc je voulais juste travailler et puis faire de l'argent si possible. Ce qui n'était pas le cas au début, très clairement. Tu payais pas de loyer, c'est déjà ça. Ouais, alors après ça, je payais pas de loyer parce qu'en effet, je suis devenu hasard de la vie pompier professionnel, mais vraiment, c'était pas spécialement une vocation. Enfin, comme tous les gamins, j'ai dû dire un jour, je vais être flic ou pompier, tu vois, mais c'était pas du tout une vocation. C'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. Donc j'étais pompier professionnel. Donc en effet, j'étais logé gratuitement à ce moment-là parce que j'étais logé en caserne. J'avais un peu de temps, je me suis mis à l'immobilier à ce moment-là. J'ai fait beaucoup d'immobilier. Je commençais par l'immobilier. J'ai fait du marchand de biens, j'ai monté une agence immobilière que j'ai revendue ensuite. J'ai monté plusieurs boîtes, des trucs complètement éclectiques qui avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc bien sûr autour de l'immobilier principalement, mais aussi j'avais un business à un moment autour de sneakers parce que j'aimais bien les pompes. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire tourner un truc comme ça. Bon, ça a pas marché. J'ai eu un bar également, le rêve de tout homme d'acheter un bar. Voilà. Ouais, pour le coup, ça marchait pas mal pour le coup, que j'ai revendu aussi. Enfin voilà, j'ai fait plein de petits trucs et plein de petits boulots. Tu prenais l'exemple de couper du bois, mais avant de me lancer dans l'immobilier ou même en parallèle au début, je faisais tout ce que je pouvais en fait.
Je faisais des extras de service, je faisais de l'intérim, j'ai bossé à la chaîne dans des usines, à emballer des conneries. J'ai vraiment fait pas mal de choses. J'ai préparé des bagnoles. Enfin voilà, j'ai fait plein de merde parce que j'avais juste l'envie de réussir quoi. L'immobilier s'est mis à marcher. J'ai pu quitter mon boulot parce que c'était aussi mon objectif. Grâce en grande partie au marchand de biens, un petit peu au locatif aussi, mais le locatif c'est quand même beaucoup plus lent que le marchand de biens. Donc le marchand de biens permet de faire du cash assez rapidement. Dans le même temps, je me suis lancé pas mal sur les marchés. J'ai toujours été intéressé par la bourse, mais j'étais mauvais. Donc pareil, j'ai continué à investir, etc. Et puis plus t'as d'argent, bah plus forcément il faut trouver des moyens de l'investir. Donc tu te dis attends, je vais arrêter d'être mauvais et de faire des grands all-in sur des biotech ou des trucs qui font flipper. Et je vais un petit peu, je vais un petit peu être sérieux. Donc voilà, tout ça un petit peu fait en même temps. Ensuite, il y a eu la naissance de Green Bull Group, qui est la boîte aujourd'hui avec mes associés. Et presque plus de 10 ans même après toutes ces pérégrinations, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez gros. On est sur 3 pays, une quinzaine de marques et sociétés. On structure pas mal d'immobilier et notamment à Dubaï. Ça fait 2 ans maintenant qu'on investit dans l'immobilier à Dubaï plutôt fortement. On a investi un peu plus de 110 millions de dollars entre nos fonds propres, les investisseurs. On structure également un peu de crowdfunding, des investisseurs institutionnels. On fait du private equity. On a levé un petit peu plus de 60 millions sur des deals de private equity qui sont vraiment multiples, autant dans le pétrole que dans l'immobilier, que dans la santé, etc., etc. Et puis voilà, hein, on fait un peu de développement logiciel également autour du trading, de la crypto, notamment des apps. Et puis voilà, que dire de plus aujourd'hui. Green Bull, on se développe, on fait du venture. Notre but c'est de faire du M&A. Tu vois, il y a quelqu'un que j'admire un petit peu qui est Bernard Arnault, parce que je trouve qu'il a été capable tout au long de sa carrière, même si il part d'où il part, il n'y a pas de débat, etc. Mais il a été capable de faire grossir sa boule de neige tout au long de sa carrière, tu vois. C'est-à-dire que il avait un truc bien au début, puis il a dit tiens, bah je vais racheter un concurrent. Ah, puis ça a bien marché, puis il a réussi à bien l'intégrer au groupe, et puis il s'est dit tiens, bah ça marche bien en fait de racheter des trucs. Et puis il s'est mis à racheter, et il a le parcours qu'on connaît. Et aujourd'hui, quand tu vas te promener sur le site de LVMH, tu vois l'empire que c'est avec les marques qu'ils ont, juste parce que ils ont eu ce process de M&A. C'est comme ça qu'on voit Green Bull aujourd'hui. Depuis un peu plus d'1 an, là, on s'est mis dans le même process, même si on est loin d'être LVMH encore. Mais voilà, l'idée c'est de prendre des positions sur des boîtes, de racheter tout ou en partie, et puis de faire grossir le groupe comme ça en croissance externe. Donc ça, c'est. Et là, il passe à ses enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, là, c'est encore autre chose parce que c'est l'histoire d'une dynastie familiale, etc. Bien sûr. Ouais, Puis il est beaucoup plus vieux, hein. C'est Faut dire ce qu'il y a. intéressant, c'est intéressant d'écouter leurs querelles et leurs trucs. Franchement, moi, ça me fait délirer. Mais en tout Il y a cas, un si guerre tu veux, de le business qui est levier, sorti là-dessus. ouais. Mais le levier M&A, il est intéressant, quoi, pour grossir et pour se dupliquer plus vite, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait depuis un peu plus d'1 an. C'est ça, c'est d'identifier, en fait, c'est les deux pendants. Identifier les bonnes cibles et puis lever les bons fonds pour, c'est comme ça qu'on grossit vite, hein. Puis c'est un peu, on voit bien, c'est comme le locatif versus marchand de biens. Souvent, acheter, revendre, ça fait grossir plus vite que louer, quoi. Donc, la croissance externe, souvent, tu peux gagner, beaucoup d'années. Écoute, je voulais parler avec toi de l'association, justement. Green Bull existe de souvenirs. Donc, on en a parlé un peu en off. Nous, on écoutait tes podcasts il y a longtemps. Green Bull, ils existaient avant que tu arrives. Hein. Ça, c'était un courtier en assurance à la base où tu as co-créé En fait, moi, je suis arrivé au moment de si tu veux, la marque Green Bull existe depuis longtemps puisque certains des associés, depuis qu'ils sont tout jeunes, toutes leurs boîtes, ils les appellent Green Bull, etc. Okay. Avec un petit peu le fantasme, tu vois, que ça devienne une multinationale. Et en fait, moi, je suis arrivé pile au moment où il y a eu une professionnalisation qui s'est mise en place et où on a vraiment créé le groupe, Green Bull Group, en fait. Voilà. Donc, je suis arrivé pile à ce moment-là et au moment où on s'est tous associés ensemble, en fait. Parce que avant ça, c'était des gens qui se connaissaient mais qui faisaient un petit peu des trucs de leur côté. Certains étaient déjà associés, mais d'autres étaient à distance, etc. Et en fait, il y a eu une espèce de bon timing quand je suis arrivé où tout le monde a dit OK. On y va pour de vrai, on structure un groupe, on fait vraiment Green Bull Group, on vient bosser tous là à temps plein et voilà, je suis arrivé à ce moment-là. Okay. Et en effet, les activités ont vachement évolué au départ. On faisait du courtage en assurance, en effet. Yes. Et c'est là-bas, c'est ce qu'on dit. Quand t'as pas d'entreprise, t'as 0 idée. Quand on a une, t'as 1000 idées. Et puis c'est un peu ce que vous avez fait. Et puis vous avez itéré sur base de ce que vous avez fait. Peut-être tu peux nous raconter. Je voulais un peu orienter l'épisode là-dessus. C'est pour ça qu'on a aussi de la partie. On sait que tu as rencontré certains associés sur des événements. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as
peut-être des conseils ou voilà, comment tu identifies, j'ai enregistré un épisode hier où on parlait pas mal d'instinct. Est-ce que selon toi, il y a une sorte d'instinct quand tu choisis ton associé? Est-ce que tu vas chercher, comment tu vois, tu pèses un peu, parce que c'est quand même une décision lourde de sens de s'associer, même s'il y a toujours des moyens plus ou moins simples de, de sortir d'une association. Comment on trouve un bon associé selon toi? Est-ce qu'il y a un peu quelque chose plutôt d'instinctif ou quelque chose de plus rationnel qui sait faire quoi? Comment? Puis après, on verra comment peut-être on répartit les rôles. Bah, j'avais fait tout un épisode, notamment de business en bagnole là-dessus. C'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Mais en gros, tu parles d'instinct. Je pense que c'est tout à fait ça. Moi, à chaque fois que je me suis associé avec des gens, que ça soit aujourd'hui avec Green Bull ou par le passé, parce que j'ai eu plusieurs associés sur plusieurs business ou opérations immobilières, ça a toujours été un espèce d'instinct de me dire tiens, je veux bosser avec lui en fait. Ah, je veux faire des trucs avec lui. On s'entend bien, ça fait du sens, on a la même vision. Donc je pense que ça commence d'abord par une vision, c'est-à-dire de vouloir aller au même endroit. Parce que s'il y en a un qui veut pas bosser et l'autre bosser, c'est compliqué, tu vois. S'il y en a un qui veut s'arrêter rapidement et l'autre qui veut gagner des milliards, bah c'est pareil, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a toute cette espèce de subjectivité qui est là en premier, qui est là, le premier truc qui dit tiens, je m'associe avec lui, putain, on s'entend bien, ça pourrait aussi être un pote, etc., etc. Mais après, au-delà de ça, je pense que pour trouver de bons associés, et peut-être ce qu'on a fait chez Green Bull va au-delà parce qu'on est 5, c'est qu'il faut monter une team, je pense, qui est très différente. Nous, quand on nous parle, même en interne dans la boîte, tout le monde nous dit « qu'est-ce que vous êtes différents, c'est fou !» Parce qu'on est vraiment tous diamétralement opposés dans nos façons de travailler, de penser, dans les domaines où on est bon et où on n'est pas bon. Et en fait, tout est opposé. Bien sûr, il y a des petits overlaps à certains endroits, mais globalement, on est vachement complémentaires. Et c'est ça, je pense, qu'il faut chercher. Si tout le monde est pareil, 100% copier-coller, ok, on est 3 associés, on est tous les 3 super bons en marketing et super nuls en administratif ou pour faire des business plans ou pour lever des fonds ou aller parler à des gens. Genre, on est tous introvertis, etc. Bah, c'est à chier, quoi. Il se passe rien. Alors que s'il y en a un qui est super extraverti et qui est super bon pour parler aux gens, pour faire de l'outbound, d'aller vraiment récolter, de faire rentrer des rendez-vous, de parler de la boîte, et que l'autre, bah, il est super introverti, mais c'est un monstre en marketing et pour faire des sites web, bah, forcément, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il faut chercher des gens différents, avec le même objectif à la fin, le même objectif commun, et sentir un peu ce feeling comme un couple, hein. Je veux dire, au début, quand tu commences à sortir avec une fille, tu te dis, tiens, ouais, ça a l'air d'être bien, et puis passer un petit moment, il y a toujours une décision qui arrive de dire ok, est-ce que c'était juste comme ça, les hormones, l'ambiance, ou est-ce que maintenant on est vraiment ensemble, tu vois, est-ce qu'on franchit le cap, est-ce que voilà, c'était cool et salut, ou est-ce qu'on est vraiment ensemble? Ben, c'est un petit peu la même idée, quoi. C'est-à-dire que il faut que le premier feeling du c'est cool, on passe un bon moment, et après le deuxième de dire ok, on reste ensemble pour des raisons très terre à terre. Actuelles, en fait. Ouais. Ok. Et est-ce que je pense que maintenant à l'échelle du groupe, tu conseillerais à la fois, est-ce que vous avez vraiment mis un peu noir sur blanc? Qui fait quoi? Bon, maintenant, vous êtes vraiment gros, mais même au départ, qui s'occupe de quoi? Ça, c'est ta partie, ça, c'est l'autre partie. Vous avez fait par écrit. Est-ce que vous avez mis une sorte de temporalité dedans? Parce qu'on voit la vie, ça peut changer. Les gens, ils peuvent avoir des enfants, divorcer, éventuellement même déménager. Au départ, on l'a toujours fait. Au départ, on le faisait peut-être de façon un petit peu plus formelle. En effet, en le mettant par écrit ou tout simplement lors d'une réunion, tu vois, de faire un tableau, de dire ok, qui fait quoi. À un moment, on était découpé, chacun gérait une boîte. Donc moi, je gérais ce qui s'appelle Green Bull Campus, qui a changé de nom en cours de route, mais ce qui est aujourd'hui Green Bull Campus, la boîte de formation. J'étais entre guillemets CEO, c'est-à-dire que voilà, je m'occupais, c'était mon bébé, je m'occupais de celle-là. Donc ça, on a fait ça un moment. On avait chacun un petit peu notre boîte. Certains en avaient 2, ou certains donnaient un coup de main en numéro 2 sur une autre, etc. Et puis après, on a très vite vu que ça serait limité, peut-être au bout de 2 ans, 2-3 ans. Et maintenant, on est organisé où chacun gère une partie. Alors c'est large une partie, hein, mais voilà, on s'est donné des tâches. Moi, si tu veux, aujourd'hui, par exemple, bon, bien sûr, je vais gérer tout ce qui est présence online, etc., chaîne YouTube, etc. Mais après, j'arrive sur des parties très définies, un petit peu comme un tu vois, le remplaçant, le joueur de foot remplaçant sur le banc, tu sais, qui rentre à la 80e pour mettre un but. C'est qui est frais. Ouais. C'est un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire que je fais des sprints. Donc là, tu vois, depuis qu'on a fait rentrer Yam Nutrition dans Green Bull,
je fais un très gros sprint là sur Yam Nutrition. On a déjà doublé la boîte. Voilà, mon but c'est de l'emmener très rapidement à plus de 10 millions de chiffres par an. Donc là, c'est ce que je m'emploie à faire. Et je fais un gros sprint. Quand j'aurai fini ce sprint-là, je passerai ailleurs, etc. Mon associé Benoît, lui, là, il est très focus sur le M&A. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on parle avec énormément de boîtes, qu'on reçoit énormément de pitch deck et qu'on est capable de rentrer ou pas sur plein de trucs. Donc là, lui, il est focus là-dessus. Jean-Guillaume, il est focus sur lever des fonds. Jérôme, il est focus sur la partie marketing et exécution. Vraiment l'exécution marketing, de faire les pages, de gérer les équipes, etc., etc. Et ainsi de suite. Okay. Guillaume, là, en ce moment, est très focus sur nos opérations immobilières à Dubaï et notamment sur la relation avec tous les contracteurs, les subcontracteurs, les meubles, etc. pour faire des maisons qui se vendent super cher. Mais tu vois, ça, c'était pas vrai il y a peut-être, il y a 8 mois, c'était pas vrai. Ça a changé. Et je pense que dans 8 mois, 1 an, ça sera encore pas vrai. On se sera redistribué les tâches. Donc maintenant, on n'est plus linéaire, bête, de dire toi tu fais ça parce que c'est comme ça. On est dans l'instant de l'entreprise. Et peut-être qu'en effet, dans 2 ans, l'instant de l'entreprise, ça sera plus ça. Ça sera peut-être de mettre des CIO en place sur certaines boîtes et de les gérer, de les manager ou d'aller tous faire du M&A quasiment et tous aller chercher. Je sais pas ce que ça sera. Mais je pense qu'il faut être flexible. Et une bonne association, elle est bonne parce qu'elle évolue avec le temps. Si on était toujours organisé comme on l'était au tout début dans notre bureau à Nice où il y avait quasiment personne et c'était en mode start-up et c'est normal parce que c'est le chemin de toute entreprise, on serait pas là aujourd'hui. Si on n'avait pas pivoté, si on n'avait pas été capable de changer parfois plusieurs fois, parfois de s'auto faire sauter, tu vois. Moi, je suis pas bon pour gérer les gens. J'aime pas ça, tu vois. J'aime pas les RH, j'aime pas manager une grosse équipe. J'aime bien manager en direct, j'aime bien travailler avec des gens, mais tu me mets 12 mecs dans mon équipe et c'est moi qui dois les gérer, les plannings, etc. Je supporte pas ça. À une époque, tu vois, j'avais 12-15 mecs dans mon équipe. Et ça a été aussi une décision, et dont en grande partie la mienne, de dire non, ça marche pas en fait. Vous voyez bien que... Et hop, et on fait évoluer, tu vois. Ok. L'autocritique, c'est bien. Yes, top. J'avais une petite question, c'était sur justement le groupe, il a grossi. Toi, au départ, tu étais pompier, donc un peu à milieu de ton activité de maintenant. Comment tu t'es formé, tu continues à te former, t'as passé des sortes de, notamment pour tout ce qui est, t'as des activités, enfin, tu présentes la finance, la crypto, l'IMO. Bon, ça, c'est plutôt, je pense, de l'expérience, enfin, en grosse partie, mais plutôt, finance, crypto. Et puis après, tout ce qui est private equity, les cibles, les multiples, pourquoi on choisit cette cible plutôt qu'une autre. Comment t'as fait pour cette formation, de long terme? Et c'est vrai qu'en fait, même si tu étudies la finance, 10 ans après, tout a changé. Donc, je pense que c'est vraiment un indispensable de ton activité, de celle de quasiment tout le monde. Ouais, sur la partie finance, j'ai passé un diplôme international de gestion de fortune. C'est à peu près la même chose que l'équivalent des CGP en France, sauf que c'est la version internationale, donc c'est en anglais et ça te permet d'exercer entre guillemets si tu veux être gestionnaire de fonds dans tous les pays du Commonwealth, etc. Moi, je l'ai passé plus pour le côté pour l'avoir quoi, parce que je n'exerce pas en tant que gestionnaire de fortune ou éventuellement pour moi-même. Mais voilà. Mais je voulais aussi avoir une légitimité. En effet, quand tu parles de finance et quand tu te promènes sur YouTube, voilà, tout le monde a le droit de parler de finance, mais parfois t'as des gens avec une grosse audience qui ont 22 ans et qui n'ont pas ni d'expérience dans la finance ni d'argent. Parce que pour moi, si t'as fait fortune et tu parles d'argent, t'as prouvé, tu vois. Mais quand t'as ni l'un ni l'autre, c'est un peu compliqué. Donc moi, je me suis dit, ok, j'ai fait un peu de sous. Et en plus, si je passe un petit peu un diplôme, c'est bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais après, pour moi, c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu veux être bon, je pense, comme chef d'entreprise ou comme investisseur, t'es obligé de toute ta vie être curieux et te former et connaître ce qui vient de sortir, pourquoi c'est sorti, ce qui a changé, pourquoi ça a changé. Et quand tu regardes même un marché, tu vois, prenons un marché immobilier, le marché immobilier ça évolue vite, ça change au sein d'une ville, les quartiers qui bougent, les quartiers qui montent, ceux qui descendent, les nouveaux projets. Je vois là à Dubaï, le marché il est complètement fou, c'est la France x10 en termes de vitesse d'évolution. Si t'es pas à la page, si t'es pas en auto-formation tout le temps,
Les gens appellent ça formation, mais pour moi, c'est juste, je sais pas, c'est juste de continuer à De apprendre. l'intérêt, ouais, voilà. Yes. Et si t'es pas dans cette démarche constante, bah tu deviens largué, quoi, tout simplement. Et, quand tu vois la vitesse où va le monde aujourd'hui, il va beaucoup plus vite que quand on était gamin, tu vois. Ah ouais, bah, bien sûr, ouais. C'est sûr, Donc, les infos, elles circulent vite. Puis là, on est en plus dans une période de hausse des taux qui bouge un peu les rapports de force qui pouvaient exister il y a même 6 mois ou 8 mois, quoi. Des banquiers qui te rappellent. Nous, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, alors que maintenant, ils te rappellent, quoi. Donc, c'est rigolo, hein. Et puis, tu te rappelles tous les gens qui disaient, ça y est, les taux montent, mon Dieu, et le HCSF, on pourra plus emprunter. Et tu vois, on a eu beau crier sur tous les toits que non, c'est transitoire et qu'il y a des objectifs. Et que là, on le voit maintenant. Ils n'arrivent plus à faire leurs objectifs, ils rouvrent le robinet du prêt, ils vont le rouvrir de plus en plus dans les mois et les années qui viennent. Certes, c'est plus cher, mais il y a moins de monde. C'est aussi ça. Ouais. Donc, yes. C'est pour ça qu'il faut être en veille constante. Ok, top. Et donc, et le groupe Green Bull, comment vous avez un peu géré parce que vous avez une croissance en termes d'effectifs assez rapide, je suppose. Toi, t'as géré ça ou comment vous typiquement là, vous êtes quand même sur beaucoup de projets différents. Ouais, vous êtes sur beaucoup de projets différents. Faut que tu trouves des compétences qui sont assez nichées et assez justement d'actualité. Comment vous recrutez toi, visiblement, c'est pas toi qui t'en occupe. Mais clairement pas. Okay. Non, c'est pas moi qui m'en occupe parce que je te dis, c'est pas mon truc. Comment on recrute ? On a un service RH aujourd'hui. On a vraiment un vrai service RH avec plusieurs personnes qui bossent et en France et à Dubaï. Et ils font le boulot de RH classique, d'aller recruter, etc. Après, quand c'est... tu vois, là où peut-être des gens qui nous écoutent s'associent, je vais donner un exemple très précis. Moi, quand on recrute des gens, s'ils ne travaillent pas avec moi, je n'ai même pas connaissance qu'on recrute des gens. C'est-à-dire qu'un jour, j'arrive au bureau, il y a un nouveau mec, ah salut, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Parce que j'en ai rien à taper de qui on recrute à partir du moment où ça touche pas mon spectre. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et parfois, quand on monte une boîte ou quand on s'associe, on veut absolument tout savoir. Et on a la maladie de dire, ah, mais je sais pas ce qui se passe dans la boîte. Tu peux pas grossir comme ça. C'est impossible. Tu peux faire une PME, tu peux faire une petite boîte, tu peux faire un peu, voilà. Ça peut marcher, mais tu ne peux pas grossir et surtout horizontaliser, verticaliser, avoir plus d'activités. Tu peux pas tout savoir. Donc, tout simplement, quand on recrute, la personne qui va travailler avec la personne travaille en relation avec notre service RH pour recruter. Et pareil, quand on laisse partir des gens, c'est pareil. Enfin, je suis pas au courant des licenciements, des gens qui partent à partir du moment où ça me touche pas. Et j'ai d'ailleurs même pas mon mot à dire. Je veux dire, quand un manager veut plus travailler avec quelqu'un, je suis qui pour dire j'ai jamais travaillé avec cette personne, ah bah non, on la garde, tu vois. Ah bien sûr. Alors que t'as beaucoup t'as beaucoup de vieilles boîtes comme ça où genre tout le monde sait qu'un employé il est détestable, mais vu que le gars qui décide c'est pas lui qui travaille avec lui, et en fait tout le monde se le tape et tout le monde s'en va alors que le problème il est clairement là et c'est juste l'absence de décision. Yes, très intéressant. Après le risque, c'est forcément du coup ça te chevauche pas donc tu vas plus vite. Tu peux rater. Il peut y avoir une zone où en fait personne est concerné. Il faut essayer effectivement de la réduire au maximum. Mais je pense effectivement que si on veut aller vite, vaut mieux de temps en temps rater un truc en pensant que c'est un autre qui le fait que tout le temps essayer de s'auto-contrôler. Non, mais si tu travailles par projet, tu rates rien. Parce que je dis pas qu'il faut rien savoir. Je dis qu'il faut savoir qui est en charge. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui sort, là, tu vois, typiquement, je prends un exemple très simple de trucs que je fais cette semaine. Là, on est en train de refaire complètement un site web et on doit le mettre en ligne en fin de semaine. C'est moi qui suis responsable. S'il sort pas, c'est de ma faute. C'est pas moi le développeur, c'est pas moi qui le code, mais c'est moi qui harcèle le mec qui s'en occupe, qui a les mains dans le code. Et s'il le fait pas, c'est moi qui lui tape sur les doigts. Et le responsable, c'est moi. Donc à la fin, on sait que c'est moi, même si on sait pas les arcanes de qui, comment, pourquoi, quelle équipe, on s'en fout en fait. Par contre, les autres associés ou toutes les personnes impliquées savent qui est le gestionnaire de ce projet-là. Donc, si tu travailles par projet, par sprint, par grande tâche, sans même dire, tu vois, c'est moi qui vais gérer tous les putains de sites web de toute l'année, j'en ai rien à taper, tu vois. Là, je fais un sprint sur cette entreprise-là. Yes. Mais souvent, on veut trop cloisonner, à dire, ah bah toi, tu vas faire que ça. Non. Nous, on fait des sprints par projet, en fait, tout simplement. Ok. Mais t'as quand même quelqu'un qui gère les sites.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais la mission, si tu veux, Ouais, bien sûr, mettre ce ouais. truc en ligne et le fait qu'il marche et qu'il soit mieux, etc., etc., c'est moi qui vais le gérer. Bien sûr, Yes. après, on a une équipe de base, mais on cherche à responsabiliser les gens, si tu veux. C'est-à-dire que, après, comme dans toute boîte, bien sûr, il y a des exécutants, il y a des chefs d'équipe, il y a des managers, mais on n'est pas dans l'infantilisation des gens et Et donc, dans le toi, t'as ça à manager faire et puis tu parles qui fait pas et des puis millions de voilà. réunions, etc., etc. Ok. Ça fonctionne pas. C'est lent en fait. On cherche à être Yes. rapide, à être agile. Très intéressant. Ok, top. Je voulais du coup partir sur vos projets en tant que tels. Donc, il y a au moins le Private Equity et les Miami House à Dubaï. Vous avez aussi développé de souvenirs c'était en Amérique du Nord, non? Vous avez fait des projets, mais ça c'est fini. C'est en cours de promotion, ouais. Ok, C'est de promotion. ok. Euh, du coup, ouais, peut-être Private Equity. Donc, tu as dit c'est ton associé Benoît, c'est ça, qui s'occupe Benoît de gère tout la M&A et les ventures et Jean-Guillaume gère la partie private la levée de equity. fonds. Ok. Et toi, t'es Ouais, mais on dedans, a t'es deux impliqué parties, hein. dedans? C'est-à-dire que, non, attention, parce que si tu veux, la croissance externe, c'est très marrant ce Oui, que je bien veux dire. La sûr. croissance externe, c'est interne. C'est-à-dire, c'est un truc Ouais, qu'on bien fait sûr. pour nous. Et le private equity, c'est qu'on structure des deals, qui viennent Pour de des partenaires investisseurs. Voilà. pour des investisseurs Mm. et en fait on a notre marque myclubdeal.com qui fait ça. En gros, ce qu'on fait, c'est que on sélectionne des deals principalement pour nous parce qu'on investit également. Et quand ils sont intéressants et qu'on estime qu'on peut rentrer dedans, on les propose également à notre communauté. Mais nous, on est investisseurs sur chacun de nos deals. On n'est pas Mm. une plateforme, si tu veux, de private equity ou de crowdfunding qui dit, OK, tiens, bah voilà, j'ai trouvé un truc, allez-y, investissez et puis démerdez-vous. Mm. On fait l'inverse, nous. On investit, nous, et on dit, tiens, nous, on est S'il là-dedans, en si vous voulez reste, venir. voilà. Ok. Ouais. Ouais. Et tu pourrais peut-être nous en parler de qu'est-ce qui fait un bon candidat, comment tu trouves un bon candidat pour le private equity. Est-ce que c'est en termes de croissance potentielle, de peut-être d'augmenter la marge en réduisant des coûts? Est-ce que tu vois que peut-être sur base des multiples, il est sous-évalué, que la date de sortie, comment, voilà, quand on te pitch un projet, tu te dis, ah, ça c'est, je suppose que vous en refusez une très grosse partie, comme beaucoup Ouais. d'investisseurs de ce style. Qu'est-ce qui fait un bon candidat private equity selon toi? C'est le risque, clairement. Les gens voient que le rendement, et t'as vu, dans tous les exemples que t'as donnés, tu m'as parlé de rendement, de sortie, etc., et tu m'as pas Ouais, du tout ah, parlé de bien sûr. risque. Et c'est exactement et c'est normal, parce que on cherche toujours en tant qu'humain à se dire, OK, qu'est-ce que je vais gagner, mais on veut jamais voir le scénario où on peut perdre. Donc moi, mon premier réflexe, et c'est aussi pour ça qu'on est extrêmement complémentaires, tu vois, parce que typiquement, mon associé Jean-Guillaume va voir le bon côté, il va être optimiste, c'est-à-dire, ouais, on peut faire ça, ça va être trop bien. Moi, dès qu'on me pitch un projet, je cherche le risque. Je cherche à comprendre où est le risque, comment il est matérialisé, comment on peut le diminuer, si on peut le diminuer. Et voilà, et est-ce qu'il est Est-ce qu'il est évolutif, est-ce pricé qu'il en est fait? fixe? Enfin voilà. Est-ce que ce Ouais, risque, mais même pas pricé, mais surtout est-ce qu'il est évolutif, est-ce qu'il est fixe, est-ce qu'il est contrôlable ou pas, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'on peut le diminuer ou l'anéantir complètement, est-ce qu'on peut changer la structuration pour du coup être moins en risque, etc., moins exposé. Donc pour moi, un bon projet de private ou un bon investissement de base, c'est tout simplement un bon couple risque-rendement. Les gens regardent toujours le rendement, ils oublient toujours le risque. Donc moi, je suis OK de prendre 12% de rendement ou 10% de rendement si j'ai un investissement zéro risque, tu vois, une obligation d'État, etc. à 10%, waouh, c'est la fête du slip, ouais. parce qu'il y a zéro Mais bon, c'est risque. dur à trouver, hein. C'est dur à trouver ça. Ah ouais, ouais, c'est dur à trouver, bien sûr. Mais ou une obligation d'une boîte très solide, tu vois. Ah, bien sûr. Euh, Après, si tu me dis tu vas faire 60% de rendement, je peux l'entendre, mais je veux savoir ce qu'est le risque en face. C'est-à-dire que si tu me donnes 60% de rendement, c'est bien sûr qu'il y a un risque. La beauté après de nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est tellement picky sur cette notion-là que on veut avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et donc on cherche toujours à mettre des choses en face. Et c'est peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des structurations private equity, ce qu'ils font pas. C'est-à-dire qu'on dit, OK, là, il y a un très gros risque, comment on le collatéralise? Et on cherche à le collatéraliser. Souvent avec les gens qui lèvent des fonds. Parce que souvent, les boîtes qui lèvent des fonds ont de l'argent. Ça, c'est un truc aussi que les débutants comprennent pas en général. Ils se disent, mais pourquoi ils lèvent des fonds alors qu'ils ont des sous? Pourquoi ils lèvent des fonds et ils demandent pas à la banque? Parce que quand on lève des fonds en private equity, ça va plus vite. Il n'y a pas d'histoire d'aller à la banque. On a tous fait des dossiers bancaires. On sait le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, faire des allers-retours avec un mec qui comprend rien. C'est compliqué. Donc, l'accès à l'argent, la rapidité de l'argent est beaucoup plus rapide en private equity.
Et c'est également pas considéré pareil dans les livres comptables, etc., etc. Donc souvent, même les boîtes qui ont de l'argent ou même les boîtes qui ont accès à la dette font quand même des levées de fonds. À partir de là, ces boîtes-là, si elles ont de l'argent ou si elles ont du collatéral, ben on peut leur demander de le mettre en contre-garantie, tout simplement. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on demande des contre-garanties, on demande de mettre un portefeuille d'actifs immobiliers ou un portefeuille d'actifs d'entreprise ou du cash ou des titres en contre-garantie. Ce qui fait que même si le projet va complètement au trou, au moins on récupère quelque chose. Tu parlais tout à l'heure des projets qu'on peut faire en Amérique du Nord, des projets de promotion. Donc là, on construit des immeubles. Clairement, on demande en collatéral le terrain. C'est-à-dire que si tout se passe mal et tout se pète la gueule, ok, on n'aura pas d'immeuble, ok, c'est compliqué et on aura peut-être perdu de l'argent, mais au moins on a un terrain qui vaut de l'argent. Et on peut le revendre, etc. et on est garanti. Et on n'a pas juste acheté le beau projet, tu sais, la belle plaquette en PDF avec le beau truc terminé. Donc voilà. Et je pense que toujours avoir ça en tête et toujours chercher à mettre des garanties en face du risque, surtout qui entre guillemets coûtent zéro au moment de la levée et qui peuvent te rapporter ou en tout cas fortement diminuer le risque. Si jamais ça, voilà. De toute façon, c'est toujours pareil. Ta perte, c'est ta probabilité de perte fois combien tu perds. Donc le but, c'est à la fois de baisser la probabilité, mais parfois il y a aussi des risques qu'on n'arrive pas à identifier, hein, clairement. Et puis après, t'as combien tu perds. Parce que les risques, c'est hyper important de les voir. Après, je pense que tu vas confirmer. Il y a des risques qui sont hyper difficiles à identifier. Bien sûr. Typiquement, un CEO qui saute. Enfin voilà, Carlos Ghosn, on a tous l'histoire. Le coronavirus. Voilà, coronavirus et tout. Et là, t'as beau avoir fait tous les trucs que tu veux. Et même si tu demandais à plein de gens, c'est la base de la finance. Mais si tu demandais à plein de gens, est-ce qu'il y a un moment où l'immobilier il peut baisser, les loyers monter? Maintenant qu'on est dedans, tout le monde comprend bien, et c'est le même fonctionnement avec les obligations en fonction des taux, les rendements et tout ça, les prix. Mais instinctivement, les gens ils peuvent pas comprendre ça. S'ils se disent un bien qui est moins cher, tu loues moins cher, tu vois. En théorie, c'est comme ça. Et donc t'as beau essayer de tout, tu vois tout ton immeuble, tu regardes tout ce qui peut lui arriver et tout. Puis là, t'as un truc qui est complètement en dehors de ton contrôle et peut-être que parfois tu l'as vu, parfois tu l'as pas vu. Top. Et les Miami House, tu peux nous raconter un peu comment c'est venu. Vous en avez acheté quand même après c'est toujours faut voir en comparaison, mais il y a quand même un certain nombre. Voilà, quelle a été l'idée? Je suppose qu'au fur et à mesure que vous les avez achetées, elles ont commencé à coûter de plus en plus cher. Que peut-être un peu la genèse du projet. Et puis est-ce que souvent vous indiquez que vous êtes bientôt sur la fin, si je dis pas de parce que je suis un peu en dents de scie vos actualités. Comment tu gères autant de chantiers aussi gros, des subcontracteurs, tu gères le coût des travaux. Est-ce que là, pareil, tu as aussi des garanties sur parce que c'est pas la même chose de refaire un appart à 30 000 euros et puis refaire une maison en millions d'euros. Est-ce que tu as des garanties sur des sortes de garanties d'achèvement ou si le promoteur il respecte pas les travaux? Okay. Tu peux nous raconter un peu? Je te fais un peu l'histoire. C'est né d'une erreur, non, d'un hasard, tu sais, comme d'habitude, comme tout projet de boîte, souvent. C'est mon associé Guillaume qui a acheté une maison pour lui, pour habiter. Et puis il l'a rénové. Et puis vu qu'il a un peu de goût, il a fait un truc pas moche. Un truc qui est difficile à trouver sur Dubaï, mais que lui il aimait bien, c'est-à-dire une maison moderne, contemporaine, carrée, très blanche, très ouverte, et puis très bien faite, avec beaucoup de goût, etc. Bon voilà, il l'a fait, il l'achète, tout va bien. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite spécificité, c'est qu'il a acheté juste après le Covid. Donc quand les prix étaient tout en bas et que tout le monde disait Dubaï ça va au trou, on va tous mourir, etc. Donc bon, il fait un bon coup, il est content, il fait sa rénovation, il vit à l'intérieur, il est le plus heureux du monde et tout va bien. Et puis après le Covid, qu'est-ce qui se passe? On voit les bourses reprennent, l'économie reprend, tout se réouvre, Dubaï se réouvre, etc. Les gens reviennent. Et puis les prix commencent à monter. Bon il est content, les prix montent, etc. Et puis un jour, il a tellement des offres qui commencent à être un petit peu débiles sur sa maison qu'il finit par vendre parce qu'il se dit attends là, on est en train de en même pas un an, je vais faire je sais plus quelle était sa plus-value à l'époque sur cette maison, mais je crois un délire comme pas loin de 2 millions de dollars, tu vois. En même pas un an, tu vois. Donc il dit OK, c'est bon, je vais vendre quand même. Donc il vend et à ce moment-là, en fait, on se dit waouh, mais il y a un truc.
Il y a un truc sur Dubaï, il y a une vraie niche en fait, parce qu'il avait fait une maison contemporaine dans un quartier qui était le bon et avec une demande qui était pas servie, tu vois. Donc on se dit vas-y, on essaye, on achète. Donc on a commencé à acheter des maisons et on a fait exactement la même recette. On a fait des maisons contemporaines, on s'est mis à les meubler parce qu'on s'est dit tant qu'à faire du luxe, on va les meubler et on va les mettre en scène, etc. Et on a commencé à faire record de vente sur record de vente sur record de vente. Et à chaque fois, on vendrait la maison la plus chère du quartier en question à chaque fois, à chacune de nos maisons. Donc on a dit là il y a vraiment un truc, donc on a appuyé sur le champignon. On a en plus de nos fonds investi avec un acteur institutionnel qui met des lignes un petit peu plus grosses, donc ça va plus vite, on achète plus. Et puis on a dit vas-y, il faut qu'on structure avec la communauté parce que souvent quand on fait des choses, ça part de nous et puis on permet aux gens, on essaye de démocratiser à chaque fois. Donc on a fait investdubai.com et puis sur un modèle un petit peu de hybride entre le crowdfunding et le Clubzilla, on fait rentrer les gens. Et puis, on fait des maisons, tout simplement, voilà. Donc nous, on opère les maisons, et puis les gens sont actionnaires dans la maison, et puis après, on la revend et on flippe. On fait des opérations de marchand de biens avec les gens. Voilà, on en a notre 25e aujourd'hui. C'est des maisons au prix actuel qui se vendent 8 millions, à peu près, un tout petit peu moins de 8 millions de dollars. Donc c'est de la belle maison. C'est de la grande maison, c'est du 600, 700, 800 mètres carrés, 1600 mètres carrés pour les plus grandes. Et voilà, et ouais, on gère tous les contracteurs, on gère les garanties, on gère l'achat, la rénovation, la revente, l'ameublement, on gère, bien sûr, à chaque fois on travaille avec des designers, etc., mais bien sûr on les gère. Donc vraiment on fait tout, on a une espèce de, on a une boîte de contracting, hein, très clairement, qui fait tout de A à Z. Voilà. Et ça ressemble à la France, pour tes questions de est-ce qu'il y a des garanties, des décennales, des assurances, etc., etc. Ouais, ça fonctionne un petit peu de la même façon. C'est moins chiant qu'en France, puisqu'en France, l'administratif, on connaît tous, tout est long et globalement chiant, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins chiant. Ici, tu me fais une offre pour acheter la maison, la semaine d'après, tu l'as acheté. Donc voilà, ça va plus vite. Mais on est très positionné sur le segment du luxe. Nos acheteurs aujourd'hui, et c'est pour ça que le marché de Dubaï est complètement fou, nos acheteurs aujourd'hui, c'est des mecs qui payent cash. C'est-à-dire que là, pas plus tard que ce matin, on a eu une offre à 25 millions de dirhams. Ça fait quoi ça? 25 millions, je te fais la conversion en temps réel. Ça fait 6 millions 8. 6 millions 8, cash, pouf, le gars veut payer en bitcoin carrément, tu vois. Donc, donc voilà, c'est ce type d'acheteur, donc ça c'est cool. Et Dubaï, vraiment, c'est la folie, quoi. C'est la folie, furieuse. Est-ce que tu as l'impression de... Parce que moi, je connais bien un gars qui travaille dans une énorme boîte de jet privé, mais tu vois, jet à 350, enfin des gros avions. Et il fait notamment, il fait les Émirats et les Russes. Enfin, c'est les deux gros, enfin, Émirats, Moyen-Orient, on va dire. Et tu vois bien qu'il y a une différence de décoration et tout ça. Aux Émirats, ils aiment bien le bois, les couleurs un peu dans ce style. Et puis les Russes, c'est beaucoup plus dépouillé, comme on a l'habitude plutôt en Europe de l'Ouest. Est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être en adoptant, voilà, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, voilà, un style qui est adapté justement à des étrangers et pas à ce qui se fait le luxe. Ah très clairement, c'est complètement notre offre. Notre offre, c'est de dire, OK, à Dubaï, il y a en effet cet historique avec cette décoration, et nous, on fait venir la décoration européenne, finalement. Mais voilà, européenne luxe, quoi. Yes. Donc, ouais. Et ici, ils connaissaient pas, jusqu'à il y a peu, le contemporain, quoi. Et, je veux dire, les maisons contemporaines, ça existait pas. Ouais, c'est ça, tu as des pays, peu importe l'argent que tu as, et ça peut peut-être pas forcément être à ton style, pareil en Asie et tout ça. Non, parce que c'est tout simplement la culture. Et d'ailleurs, on vend aucune maison à un local, hein. Parce qu'en plus, ils sont pas dans ces quartiers-là, etc. On vend 100% de nos maisons à 100% des expats. Beaucoup de Russes en ce moment, forcément, mais aussi des Anglais, Singapour, enfin la totale, Australiens, tout ce que tu veux. Ok, top. J'avais encore deux petites parties pour toi. La première, c'est en fait les deux, elles sont assez liées. Tu vois, on a eu beaucoup sur le podcast, j'ai eu pas mal de personnes, on va dire, libres financièrement et qui, entre guillemets, s'arrêtent là, tu vois, avec des budgets, enfin, je sais pas, des patrimoines autour de peut-être 2 millions d'euros, où voilà, la vie est belle, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu fais des projets sans trop, tu continues à faire des projets, hein, les gens, ils s'arrêtent pas en général, mais sans tout remettre au tapis. Et toi, c'est pas ce que tu as fait, visiblement. Est-ce que, justement, comment on a parlé du risque pour les private equity. Est-ce que toi, comment tu gères un peu c'est pas vraiment une fuite en avant, mais tout le temps aller de l'avant? Est-ce que de temps en temps, tu te dis, bon, j'en mets quand même une partie de côté pour, on sait pas ce qui peut arriver, tu vois? Parce que si tu veux grossir vite, faut tout le temps un peu faire all-in.
Et après, en même temps, bah voilà, il y a un moment, faut peut-être quand même capitaliser, tu vois, sur ce que tu as fait. Comme un peu Bah, un promoteur, il pourrait garder un appartement, tu vois, là, un ouais. projet se passe bien, il en garde un. Bah déjà, tu fais une allocation, c'est-à-dire que je gère pas mon patrimoine comme je pouvais le gérer quand j'avais 20 ans, où en effet j'étais dans mettre de côté. Donc globalement, j'avais un compte qui me servait à vivre et puis un compte épargne, quoi. Et puis Ouais. voilà, tu mets de côté sur ton livret A. Maintenant, je gère plus tout ça comme ça. J'ai tout simplement une allocation patrimoniale, c'est-à-dire que j'ai des poches d'investissement. Certaines sont très safe et d'autres très risquées. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et si tout se passe mal, bah, t'as tes poches très safe qui sont ce que t'as mis de côté. Après, jusqu'où tu vas, et quand tu me posais la question de gens voilà qui ralentissent, etc., c'est une question d'objectif. Il y a des gens qui veulent atteindre un objectif très précis, d'acheter une maison à tel endroit avec leurs enfants, d'arrêter de travailler, ou d'aller dans tel pays, et puis voilà. Et quand ils ont atteint leur objectif, ils ralentissent, etc. Moi, mon objectif est juste beaucoup plus haut, donc je ralentis pas parce que je l'ai pas atteint. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Et, euh, et je me souviens, c'est un concept dont tu parlais assez souvent. À moi, c'était, tu sais, les vases communicants. T'as le temps, l'argent, le Ouais. travail, tes amis. Voilà, t'es pas obligé de rentrer dans ta vie privée, mais est-ce que, ben voilà, si t'as des objectifs beaucoup plus hauts, en gros, t'as un ou deux vases qui sont super élevés, travaillés, enfin que tu remplis. Est-ce que tu te poses un peu, au moins la question, parce que c'est vrai qu'on est à fond dans le enfin, nous, on travaille plus ou moins tous les jours sur différents projets. Après, il y a travail et travail. Mais est-ce que tu te poses cette question ou comment, pour atteindre tes objectifs, est-ce que bah voilà, t'as fait une croix sur le sport. Le sport, typiquement, on voit beaucoup d'entrepreneurs de 60 ans bedonnants. Ouais. Comment tu concilies, selon toi, voilà, d'un moment, on arrive quand même, on travaille beaucoup, mais tu sais que ça va être pour longtemps, donc tu peux pas non plus tout cramer, toute ton énergie. Enfin, est-ce que tu t'es fait aussi une allocation d'énergie, en fait, comme tu aurais pu faire un peu une Clairement. allocation de. Bah, en fait, je pense que la vie, c'est vraiment des phases, tu vois. Tu parlais Hmm. du sport, il y a un moment où je faisais plus du tout de sport, j'avais pris beaucoup de poids. Là, maintenant, le sport est dans ma vie de façon super importante. Et donc, du coup, bah oui, il a fallu phaser autrement. Et c'est juste, je pense que très clairement, il y a des sacrifices à faire. Et on va pas dire qu'il n'y a pas de sacrifice. Bien sûr que, oui, quand tu montes une boîte de malade, t'as moins de temps pour sortir, t'as moins de temps pour tes amis, t'as moins de temps pour ta femme, t'as moins de temps pour tes loisirs. C'est évident, c'est clair et net. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut apprendre à faire des sacrifices. Il n'y a pas de recette magique. L'entrepreneur Instagram magique, super bright, qui voyage la moitié de l'année et puis non, ça marche pas. C'est-à-dire que peut-être que ça, c'est ce il a voulu faire ou montrer parfois. Mais à côté de ça, bah, sa boîte, elle tourne pas comme une autre. À côté de ça, les résultats, ils sont peut-être pas aussi importants, ou alors il a que lui à gérer, donc ça lui suffit. Bref, tu vois. Donc, je pense que clairement, faut oublier l'idée qu'on peut être parfait, qu'on peut être le meilleur père, le meilleur sportif, le meilleur Entrepreneur, entrepreneur, mec enfant, tout super ça. social, enfant, fils, tout ce que tu veux, tu vois. Hmm. C'est pas possible, donc faut clairement faire des sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et voilà, on en fait encore. Aujourd'hui, si tu veux parler juste de la partie de travail, il y a une époque où je me crevais vraiment le cul. Maintenant, j'ai passé ce stade-là, heureusement, parce que quand même, on commence à vraiment bien réussir. Donc, euh, je pense qu'on travaille encore plus que 90% des gens moyens, mais par rapport à ce que c'était avant, j'ai un peu l'impression que c'est les vacances. Donc voilà, Ok. on a Voilà, il un y a petit peu toujours des points de ralenti. comparaison, donc. Non, honnêtement, on a un petit peu ralenti. Puis même là, je me permets beaucoup plus de couper parfois. Hmm. Franchement, pendant presque 10 ans, j'ai quasiment jamais coupé. J'ai pris très peu de vacances, ou quand j'en prenais, j'avais toujours un pied dedans, etc. Là, on commence à vraiment couper. Là, je vais voyager tout l'été, je vais quasiment faire le tour du monde. Même si, voilà, je vais bosser un petit peu à distance et je vais avoir un pied dedans, mais c'est quand même, ça commence à aller quand même beaucoup mieux. Voilà, parce Hmm. qu'il y a aussi, c'est toujours pareil. En fait, c'est une phase de vie, tu vois. La phase où j'avais pris 12 kilos et je faisais que travailler, eh ben, il fallait qu'elle soit là. Et puis la phase Hmm. d'après où je me suis remis à faire du sport et je travaille un peu moins et puis je me remets à voyager, bah, il faut qu'elle soit là. Et peut-être qu'il y aura une autre phase dans 5 ans
où je serai juste en gestion et plus dans l'exécution et voilà, et la boîte sera plus pareille. Mais il faut accepter ces phases-là, il faut accepter les sacrifices, il faut juste, quand tu gagnes quelque part, faut perdre ailleurs. En termes de temps, le problème, c'est qu'on a tous le même temps. Donc, si tu mets 18 heures par jour sur ta boîte, bah, forcément, il n'y a plus de temps pour tes gosses ou tes potes. Ah, voilà. Ah, ouais, c'est ça. Puis après, ton niveau d'énergie, il est aussi limité en plus de ton temps. Ouais. Quoi. Yes. Ouais. Ok, dernière question. Après, j'en aurais une. Vas-y, Ouais. tu peux y aller, Michel, vas-y. Bah, je vais y aller parce que ça va bien avec les choix de vie. En gros, c'est, tu vois, on parle tout le temps de la réussite, c'est bien et tout ça. Enfin, tout se passe bien. Yann Darwin, tout ça. Tu vois. Et qu'est-ce que tu fais en fait quand t'as envie de tout envoyer chier, tu vois? Moi, je sais ce que je fais, tu vois. Par exemple, bah, il y a pas si longtemps, on a eu plein de merde en même temps, que ce soit punaise de lit, les polices qui arrivent, qui défoncent un de nos appartements. Ensuite, des mises en demeure qui viennent d'on sait où, les huissiers. Franchement, t'as tout qui vient, t'as juste envie de dire, arrêtez de me faire chier, je me barre en Suisse, je vais empaqueter des saucisses, là, comme tu disais, à l'usine, pour gagner 5000 balles par mois, parce qu'au final, ben, ils ont des salaires beaucoup plus élevés, et arrêtez de me faire chier avec tout ça, l'administratif français et tout. Qu'est-ce que toi tu fais, tu vois, parce que ça, on n'en parle pas souvent, quand t'as envie de juste dire, fuck you, tout le monde, là, j'arrête, et laissez-moi tranquille, tu vois. Et ben, je le fais. Je le fais. C'est-à-dire que je prends une petite pause, tu vois. Un truc qui m'aide bien. Je me dis, ok, là, vas-y, on va tout figer pendant 2-3 jours et puis il faut prendre l'air, il faut avoir le temps. Parce que souvent, quand t'as plein de merde qui t'arrive, t'es uniquement focus dessus. Toi, tu fais un peu une fixation sur toutes les merdes. T'essayes de les régler, mais t'as l'impression qu'il y en a de plus en plus. Puis tu te sens C'est sous clair. l'eau et puis t'y arrives pas et puis t'as un sentiment d'impuissance. Alors que quand tu dis, c'est quoi, fuck off, pendant 3 jours, je vais rien faire. Je vais réfléchir. Et puis de toute façon, ça peut pas être pire de ce que c'est Ouais, maintenant. ça- Tu vois, je fige la situation et en fait après ça te permet de réfléchir et de te dire bon c'est pas si pire, ouais il m'arrive plein de merde en même temps mais ça va pouvoir se régler. Donc ça aide bien. Ce qui m'aide aussi souvent c'est de parler à mes associés parce que vu qu'on est tous très différents et qu'on a en plus pas tous la même vision du business au même moment, et ben il y en a un qui dit ah putain c'est horrible ce qui m'arrive, regarde là c'est terrible etc. Et puis l'autre il dit ah mais ça va en fait, vas-y on fait comme ça ou vas-y on réorganise. Et donc le fait d'être associé ça aide vachement. Et vu que c'est beaucoup de sentiments tout ça, parce que souvent, en fait, ce qui te joue des tours, c'est juste toi, comment tu prends ce qui t'arrive. Tu vois, il y a des gens qui le prendraient très cool et toi tu le prends pas cool parce que t'es stressé ou quoi que ce soit. Et le fait de parler à d'autres gens qui sont aussi dans la boîte, mais qui ont pas les mêmes sentiments parce que bah, c'est pas arrivé au même moment, c'est pas arrivé pareil, ou ils en ont pas connaissance, ou ils traitent ça autrement, bah ça permet tout simplement de se détendre un peu et de trouver des solutions ensemble. Et puis un petit peu de mixer les deux choses, de faire un peu une pause et de parler aux autres et de refaire une stratégie. Ça permet de se remettre de l'avant. Souvent aussi, quand on se sent dépassé, c'est qu'on n'a pas de stratégie. On se dit, putain, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, j'y arrive plus. De remettre une stratégie, de dire, ok, on va se poser, tu sais quoi, on va arrêter ça, ou on va le faire autrement, ou ça, on va l'abandonner, ou ça, on va pivoter. Bah, ça permet tout simplement de voir une porte de sortie à ce qui t'arrive. Donc, je mixe un petit peu tous ces éléments-là, mais je suis pas du tout, comme tu disais au début de ta question, le mec, le surhomme qui réussit tout, qui a jamais aucun problème. Hein. Si tu savais le nombre de pivots qu'on a fait, le nombre de merdes qu'on a eu, on a tous vécu tout pareil, le Covid, etc. Nous, on est monté à plus de 100 salariés, on est redescendu aujourd'hui à 50 et quelques parce qu'on s'est rendu compte que on avait fait comme toutes les boîtes à monter trop vite, trop haut. Et puis, t'as moins d'efficacité en fait à 100 qu'à 50 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus efficace à 50 qu'on l'était à 100, tu vois. Mais voilà, il a fallu faire la démarche, etc., etc. Donc, il nous arrive plein de merde. Il y a plein de fois où je suis au bout du rouleau, j'en ai plein le cul, j'ai juste envie d'être en week-end, tu vois. Voilà. C'est juste normal en fait. C'est juste normal. Faut juste l'accepter et voir ça comme un marathon, quoi. Et nous, bah, Michel et moi, là, en ce moment, on a 7 7 heures de décalage. Et c'est vrai que rien que ça, selon qu'une nouvelle, elle arrive, moi, en fin de journée, par exemple, où bah, j'ai déjà bossé sur plein de trucs et je suis mort. Et pour Michel, c'est le début d'après-midi. Là, tu vois que t'es pas dans le même état d'esprit. Et puis parfois, t'es là, oh non, pas encore ça. Alors que lui, il est détendu. Et puis à l'inverse, parfois le matin, tu vois tous les trucs qui t'arrivent. Prendre le temps, c'est ça. Souvent, on se sent submergé, pas par tout ce qu'on a à faire, mais par les trucs qu'on a à faire qu'on fait pas, en fait. C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Yes. Mais le fait d'en discuter, c'est vrai que ça aide beaucoup, tu vois. T'as un avis différent, t'es moins impacté, et du coup, on trouve beaucoup plus vite les solutions. Ça, c'est clair. Yes. Et dernière question. Alors, je vais pas te faire l'affront de te demander
si tu repartais de zéro, nanana. Mais en fait, je voulais te demander parce que hier, justement, je trouvais que c'était un bon point. J'ai eu un invité hier. Il a 20 ans, il a déjà fait plus d'1 million de chiffre d'affaires avec ses boîtes. Il m'a dit il a 400 000 euros de côté, enfin 400 000 euros de liquidité maintenant qu'il a payé un peu tout. Voilà, comment tu vois, pour des personnes maintenant qui sont quand même bien en place et qui veulent continuer justement, on voit que l'immobilier, ben clairement, t'as un effet de, par exemple, le locatif. Enfin, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, t'as un effet où ça devient ingérable ou alors à structurer complètement. Voilà, c'est dédié que à ça. Pour moi, ouais, l'immobilier, en tout cas locatif, à une certaine échelle, t'es obligé de passer à autre chose. Tirer vers quoi, tu vois, si tu étais dans cette situation, tu es plein d'énergie, tu as entre 20 et 40 ans, et puis tu as 500 000 ou 1 million ou 2 millions de patrimoine. Et maintenant, vas-y, go, on va. Objectif 10 millions, tu vois, admettons, objectif intermédiaire à la limite, mais objectif 10 millions, tu ferais quoi tu conseillerais quoi S'associer pour aller plus vite, plus gros En fait, si tu veux atteindre des niveaux de patrimoine qui sont importants, on va dire, au-delà de 10 millions, on va dire, globalement, où t'as un vrai step qui se passe, et puis après, vers les 100 millions, etc. En fait, cet intervalle, il est un petit peu spécial. C'est-à-dire que ce qui va t'emmener à 1 million n'est pas la même chose qui t'emmène à 10, qui n'est pas la même chose qui t'emmène à 100, et pas la même chose qui t'emmène au milliard. Je dirais que quand tu commences à avoir un peu de patrimoine comme ce mec-là, il faut que ta priorité maintenant soit la rapidité avec laquelle tu fais du nouveau cash. Et la vélocité de ce cash et le réinvestissement de ce cash. Je pense que le plus simple pour faire du cash rapidement en restant dans le spectre immobilier, c'est clairement le marchand de biens. Et la deuxième chose, c'est clairement l'entrepreneuriat. Donc, à partir d'un capital de départ pour atteindre ce palier-là, je dirais des grosses opérations en marchand ou en promotion, parce que bah tu fais des entrées-sorties et c'est pas du locatif qui te prend de plomb, etc. Ou vraiment le levier entrepreneuriat qui est magique parce que une boîte qui marche. Là, c'est des multiples, c'est plus des pourcents. Surtout, quoi. C'est très vite valorisable, c'est très vite revendable, c'est très vite, tu peux très vite faire des levées de fonds. Après, ça dépend toujours bien sûr de la verticale du produit, etc., etc. Mais il y a pas 50 000 secrets. C'est pas avec des appartements locatifs que tu vas atteindre 10 millions de patrimoine. Ou alors, cas particulier, tu structures ça comme une entreprise. Et là, tu fais une sorte de foncière que tu revends et tout ça. Voilà, une foncière. Sur base d'une rente. Mais c'est pas l'immobilier de Tata Jacqueline qui a 5 appartements et qui gère son petit truc, quoi. C'est une foncière. Yes. Ok. Moi, c'était mon mot de la fin. Je sais pas si Michel, t'as un mot de la fin. Impec. Non, moi, c'est tout bon. Voilà. T'es heureux? On est heureux, tout va bien. Moi je suis heureux, tout va bien. On passe des bonnes journées, c'est ça le début d'une vie heureuse. On s'ennuie pas, tu vois. Ok. Top, Yann, merci pour ton temps. Et puis, merci. Au plaisir de se recroiser peut-être un jour. Hein. Oui. Yes, merci à vous les gars. Allez, bye bye. Salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. On est l'été. Il y en a qui font des rediffs. Même RTL fait des rediffs. Nous, on vous donne des épisodes exclusifs sur le podcast Bye Bye Patron et encore plus exclusifs sur la boîte à outils des investisseurs. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de profiter de mes moins 20%. Ça ne durera encore qu'une semaine. Et très bientôt, on arrive au week-end à Chamonix avec plus d'une vingtaine d'investisseurs. Fou. J'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte de revoir en personne mon acolyte qui est parti au Canada. Ça va faire bientôt 1 an qu'on s'est pas vu. Voilà, je suis trop content. La semaine prochaine, je peux pas vous dire quel invité sera sur le podcast. Il sera forcément exceptionnel. L'épisode est déjà enregistré, mais j'ai pas encore choisi quel invité je vais vous proposer. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets. Et à bientôt. Bye bye.